Des châteaux aux forteresses médiévales en passant par les plus belles abbayes, le patrimoine architectural normand constitue une véritable richesse dans l'histoire de France. Vincent Châtelain vous propose de découvrir une partie de ce merveilleux patrimoine en vous emmenant dans les plus belles églises de Normandie. Vincent commencera son périple à l'Aigle avec une visite de l'église paroissiale de Saint-Martin qui a la spécificité d'accueillir encore aujourd'hui un organiste. Puis, Vincent partira à la rencontre de Xavier pour explorer les secrets de l'une des abbayes les plus emblématiques de notre région, l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Alors? Oui, Bon, bah, c'est son danger, je vous assure. Aujourd'hui, plus rien à craindre. Ok, est-ce que je peux lui faire confiance? Après quoi, Vincent découvrira un trésor légendaire, précieusement gardé dans la basilique Saint-Gervais de la ville d'Avranches. Mais c'est ça les légendes. T'as une histoire, On a envie d'y croire un peu quand même. alors on a envie d'y croire. Cap ensuite dans le Cotentin, à Saint-Valahougue, avec Annick, qui contera à Vincent les histoires de la plus vieille chapelle de la ville, protectrice des marins pêcheurs. Elle date du XIe siècle, elle est dédiée à Notre-Dame Auxiliatrice, là, tout là-haut, qui protège les marins. Pour finir, Vincent se rendra à Saint-Cénéry-le-Géré et s'imprégnera des mythes autour de la création du village. On est bien là? Pas du tout. Non, niveau pierre, c'est pas mal. En termes de qualité de pierre, c'est pas mal. Histoire de se balader nos plus belles églises, que le périple commence. C'est à l'Aigle que nous commençons notre balade. Vincent a choisi de visiter l'église Saint-Martin avec Guy et de s'initier à un instrument sacré, l'orgue. Alors là, on est sur la façade sud, la plus récente, mais bon, elle date quand même de 1550. Les niches qu'on voit ici, en fin de compte, on suppose qu'ils n'ont jamais eu de statue. L'abbé Girard, en 1947, a décidé, en fin de compte, de faire mettre des statues par 5 sculpteurs, dont... Voilà. C'est marqué dessus, Belmondo. Le plus connu, c'est Belmondo, Paul Belmondo, le père de l'acteur de Jean-Paul, donc Belmondo 1947. Tout ça, c'est de l'après-guerre en fait. Tout ça, c'est l'après-guerre, oui. La partie la plus ancienne, la partie romane, c'est la tour qui se trouve devant nous, qui est d'ailleurs qui a une particularité, c'est qu'elle est faite en grison. Or le grison, comme vous pouvez le voir, c'est en fin de compte un agrégat de silex qui est lié par des sédiments ferrugineux. C'est ce qui lui donne cette couleur très brune, en fin de compte. Elle est quand même impressionnante cette tour. Mais alors, il y a quelque chose qui est marquant, c'est que on voit bien cette pierre, le grison dont vous me parliez, et il n'y a aucune continuité avec le reste de l'église. Absolument pas. En fin de compte, cette partie-là est du 11e, cette partie-là est du 15e. Wow, impressionnant. Oh, les vitraux, ils sont magnifiques. Hein. Magnifiques vitraux de Maxin Grand, 1947. Ils ont été faits à la suite du bombardement. En fin de compte. Ce que je voudrais vous montrer, on va se retourner. Et on voit ici un orgue. Alors il a la particularité, cet orgue, d'être à gauche et à droite d'un vitrail. En effet, le curé de l'époque, l'abbé Girard, en 1936, a fait couper l'orgue en deux, mettre des deux côtés pour mettre en place cette magnifique verrière là, qui est éclairée par le soleil actuellement et qui reprend les 8 tons de la musique grégorienne. C'est quand même un sacrilège, non, couper un orgue en deux. Ça serait un sacrilège si l'orgue ne fonctionnait plus après, mais là, l'orgue, il fonctionne. Ah oui, il fonctionne. Ouais. On va aller le voir de plus près. Hein. J'espère que je vais pouvoir le toucher, mais c'est un peu mon rêve là quand même. Vous me suivez? Oui, oui, je vous suis. Alors là, je vous lâche pas. Hein. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Vincent, je vous présente Vincent. Thibault, l'organiste. Enchanté Thibault. Voilà. Je suis très intimidé, je vous avoue. Parce que c'est un peu mon rêve d'être comme ça à côté d'un orgue et de voir un organiste. Je vais vous poser plein de questions, mais je vous écoute d'abord. Ah non, on n'applaudit pas dans les églises. Ah bah non. J'ai très envie d'applaudir quand même. Hein. Thibault, vous êtes organiste depuis longtemps, vous? Oh oui, ça fait très très longtemps. Mon père était déjà organiste, mon grand-père aussi. Donc, D'accord, vous êtes d'une lignée d'organistes. Tout à fait, On ne oui. devient pas organiste par hasard comme ça. Là, je vois que vous avez des petites tirettes sur les côtés, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle des registres. Des registres, Oui. hein. Donc vous pouvez changer de registre. Tout à fait. Ben, en fait, l'avantage de l'orgue, c'est qu'à une personne,
on est capable de jouer finalement un peu comme un orchestre, avec tous les instruments qu'on peut sortir. Alors par exemple ici vous avez le hautbois. Le hautbois, c'est celui qui accorde l'orchestre en plus, donc très important. Voilà, tout à fait. Alors il se trouve en haut. Ah ouais. Alors, en termes de registre, quel type d'instrument vous pouvez reproduire? Alors il y a certains sons qui sont proches du violon, comme la viole, la viole de gambe. La viole de gambe en musique baroque. Tout à fait. Vous avez des flûtes, bien sûr. J'aime beaucoup la flûte harmonique d'ici, qui ressemble vraiment à une flûte traversière. Ah oui, très cristalline. Voilà, c'est magnifique. Alors, quand on joue de l'orgue comme ça a l'air extrêmement complexe. Parce que, déjà, je vois que vous avez 3 claviers, mais là, c'est pas possible. Là. Au pied, vous avez un pédalier. C'est mon 4e clavier. Non, mais est-ce que vous synchronisez? Vous arrivez à jouer avec les pieds là et sur 3 claviers en même temps? J'arrive bien à synchroniser les 2 mains, donc je rajoute 2 pieds et voilà. Et puis après avec tout le monde. Voilà. Vous voulez jouer? Oh, moi, je veux bien, Bon. ouais. Vous allez voir. J'ai l'impression que vous connaissez un peu la musique. Vous allez faire Do, Sol, Do, Sol. Non, pardon, Do, Sol. Un Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ben voilà. Et on continue. Je joue de l'orgue. J'ai perdu le tempo, hein, désolé. Et voilà. Merci Thibaut. Ben écoute, j'espère que je vous ai éclairé sur l'orgue. C'était un moment inoubliable. Moi également. Je resterai bien, mais en fait, on va continuer la visite quand même, Guy. D'accord? Tout à fait, on va a encore continuer, des choses à voir. Bon, Merci bonne encore. visite à l'Aigle alors. Au revoir Thibaut. Au revoir Thibaut. Allez, au revoir. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Your mama gone away and your daddy gonna stay. Didn't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby. Après cette initiation insolite, nous retrouvons Vincent en compagnie de Xavier pour explorer les secrets cachés de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Oh là là. C'est impressionnant quand on arrive ici. Là, c'est XXL. Est-ce qu'on peut estimer qu'en fait le choix du site est lié, on peut dire peut-être au mysticisme qui serait développé par cette vue exceptionnelle dans la baie du Mont-Saint-Michel ou pas? Vincent, il faut imaginer que ce rocher primitif s'est imposé comme une singularité depuis la nuit des temps. Oui. Et dès lors qu'il s'agit d'une singularité, de ce point haut, de cette espèce de défi contre la mer, contre les éléments. On a la symbolique. On a la symbolique et on a quasiment la symbolique contre le mal. Et bien évidemment la spiritualité qui s'en empare. Alors là, je viens d'entendre la cloche, je crois que c'est l'heure pour nous, Xavier, de commencer la visite, non? C'est exactement On y va cela, c'est le rappel. On va où, Xavier, là? Dans les parties romanes, nous quittons l'église et nous commençons de rentrer dans la partie qui n'est pas ouverte au public. Ah, d'accord. Alors nous allons rentrer dans l'appartement dit de Robert de Torino, partie qui n'est quasi jamais ouverte au public. Exclusif, là. Ah, oh, il y a un beau volume quand même, hein. C'est plafond très très haut. Et encore, nous ne sommes que dans une des différentes Petite salles de ces appartements d'un abbé qui était quand même une personnalité éminente. Donc des appartements qui étaient destinés à marquer la différence entre le père abbé, le patron, et puis la communauté. Si vous regardez l'élégance de cette fleur de lys, ça nous renvoie d'abord à l'histoire de cette abbaye, de son rattachement à la couronne de France. Et ça témoigne aussi d'une forme de luxe. L'abbaye du Mont-Saint-Michel était une très grande abbaye. On est dans un espace qui a été en quelque sorte préservé. Et préservé des dégâts qui auront lieu pendant l'époque carcérale. Et ça, c'est
l'histoire que l'on va découvrir maintenant. Donc nos téléspectateurs qui voient ça, ils ont beaucoup de chance de le voir dans l'histoire de se balader. S'ils viennent ici, c'est un peu plus compliqué, non? C'est plus difficile. Déjà, le ton est donné d'entrée. Le Mont Saint-Michel a été une prison? Le Mont Saint-Michel a été une prison, mais il faut aussi imaginer que lorsque l'abbé a des pouvoirs féodaux, il a aussi un pouvoir de justice. Par conséquent, qui dit pouvoir de justice, dit aussi incarcération possible avec des cachots. Ah, c'est le cachot? Et là, Vincent, je vous laisse Oh! découvrir par vous-même. Je vais allumer ma lumière alors. Allez-y. Bon, bah, j'y vais alors? Oui, Bon, bah, c'est son danger, je vous assure. Aujourd'hui, plus rien à craindre. Ok. Est-ce que je peux lui faire confiance? On va voir. Alors déjà, oh là là, le mécanisme de la serrure, il est assez impressionnant. Waouh, oh là là. Oh, ambiance, quand tu nous tiens. C'est un peu oppressant comme lieu quand même. Hein. Je comprends qu'on pouvait devenir complètement fou dans un cachot comme celui-là, parce que déjà au niveau son, c'est très étouffant. On a l'impression d'être dans une chambre sourde. Alors évidemment la taille, même s'ils étaient un peu moins grands à l'époque, ça veut dire que le seul moyen de s'allonger, c'était quasiment en diagonale, par terre. Et alors, a priori ici, les latrines. Donc ça, c'est les toilettes. Évidemment, pas de trous, rien, même le sol. Oh, ah oui, là, je savais pas qu'il y avait des prisons comme ça dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel. C'est vrai que d'être à l'intérieur comme ça, c'est très, très impressionnant. Entre 1793 et 1863, c'est 14 000 détenus qui vont être enfermés ici, à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. 14 000? Oui. Pensez que les prêtres réfractaires à la constitution civile du clergé, les chouans et des prisonniers politiques, quelques grands noms, Barbès, Blanqui, Raspail, seront enfermés ici à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. C'est la plus grande prison de la Terreur, en fait. C'est pas la plus grande, probablement pas la plus grande, mais une des plus sûres, en tout cas. Alors nous, après les profondeurs de l'abbaye... Oh là là. Oh, on prend de la hauteur, faut pas avoir le vertige ici. Cet escalier, il a un nom? Oui, c'est l'escalier de dentelle en raison même de ces garde-corps qui ont cette forme tout à fait de découpe dans la pierre. Ah oui, comme des mailles d'une dentelle. Et surtout représentatif de l'art gothique flamboyant et que l'on appelle l'escalier de dentelle. Quand on a l'habitude de travailler ici, est-ce qu'on est toujours émerveillé par la beauté d'un site comme ça quand on arrive là? Oui. Oui, c'est un privilège de travailler au cœur de la beauté d'un paysage qui n'est jamais le même d'une heure à l'autre. Nous quittons le Mont-Saint-Michel pour nous rendre tout près de là, à Avranches, où Vincent et son guide nous attendent. Ils reviendront ensemble sur la légende du crâne d'Aubert dans la basilique Saint-Gervais. Et donc voilà, la basilique Saint-Gervais. Et c'est là qu'on va aller voir le crâne d'Aubert. Trésor. Alors, quel est-il ce trésor? Et voilà le crâne d'Aubert, le cavalier sans tête. C'est incroyable. Voilà sa tête.
La légende raconte que Saint-Michel a touché le crâne d'Aubert avec son doigt sur son front. Mais là, entre ses deux yeux, ouais. en lui disant « Je veux que tu ailles édifier mon sanctuaire sur le mont Saint-Michel ». Et donc, bon, Aubert ne se fait pas obéir du premier coup, l'ange se fâche, et puis il tape fort au point de faire un trou, et Aubert finit par s'exécuter, mais la légende raconte qu'il a gardé le trou de l'ange Et donc, quand on a ouvert le reliquaire, on a découvert la mystification considérable. Ah oui, parce que le trou, il n'est pas placé entre les deux yeux, là. Eh ben non. Ce crâne, qui a été considéré comme le crâne d'Aubert, est un crâne celte, découvert dans un cimetière celte, et qui portait cette trépanation initiatique. C'était un rite initiatique dans ces civilisations-là. Il y a un peu d'esbrouf, là, quand même. Hein. Il y a un peu d'esbrouf, ce qui fait qu'ici, depuis des siècles et des siècles, il y a des gens qui viennent faire leur prière à Aubert. Mais ils y croient plus, non, si, encore? Bah écoute, si, je crois. Je crois qu'il y a encore. Tu sais, mais c'est ça les légendes. T'as une histoire, on y croit, on n'y croit pas. On a envie d'y croire un peu, quand même. Alors on a envie d'y croire. Et moi, j'y crois. Presque. If the sun don't shine on me today, and if the sun... Pour la dernière escale de notre voyage, destination Saint-Valahougue, où nous visiterons la chapelle de la ville, réputée pour protéger les marins pêcheurs et les péris en mer. Alors, cette chapelle, déjà, je la trouve très jolie. Oui, c'est... Arche romane. Oui. Elle date du XIe siècle. Elle est dédiée à Notre-Dame Auxiliatrice, là, tout là-haut, qui protège les marins. Ah. Et c'est le chœur et l'abside de l'ancienne église de Saint-Va. Ah, donc elle était beaucoup plus grande avant. Avant, elle s'étendait jusqu'au monument mort. Ah, d'accord, ah oui, en effet. Ce qui permet de la dater du XIe siècle, ce sont aussi ces modillons. Vous voyez, les modillons, c'est ce qui soutient donc, les pierres. Et là, cherchez l'erreur. Il y en a un qui n'est pas vraiment du XIe siècle. Ah oui, d'accord, en fait. Un pêcheur avec la casquette, c'est ça? Et voilà, c'est quand la chapelle a été réhabilitée, eh bien l'artiste a marqué son œuvre. Bon, on va voir à l'intérieur si ça leur a porté chance. Dédié aux marins et aux péris en mer. Alors, en fait, cette chapelle qui est censée être la protectrice des marins pêcheurs, est-ce que ça a permis aux marins d'être protégés ou il y a eu beaucoup de périls en mer ici? Ben, il y a quand même pas mal de péris en mer. La preuve, c'est toutes ces plaques. Ce ne sont pas des ex-voto, hein, ce sont des plaques de souvenirs. C'est-à-dire que ça permet aux familles de tous ceux qui sont morts en mer et dont on n'a pas retrouvé le corps de venir se recueillir, d'où toutes ces fleurs. On a la première plaque là, de 1960, mais si vous regardez celle-ci, à notre camarade Pierre Lenné, disparu en mer en 1983, sa famille venait régulièrement, je dis venait exprès, régulièrement apporter des fleurs, jusqu'à ce jour de 2009, où sa fille disparaît dans le Rio Paris. Donc lui, il est mort en mer, à bord d'un bateau, c'était un pêcheur. Il a une plaque sur la chapelle, sur le mur. Elle a une plaque par terre parce qu'elle est quand même par compassion. Alors c'est vrai qu'ici, c'est lourd de tout ce qui s'est passé. Hein. Et j'ai découvert quelque chose hier. Ces petits mots, protégez-les tous, et mes fils qui sont un sur la route et l'autre en mer, c'est mon vœu le plus cher. Donc là, on passe, effectivement, ce ne sont plus que les péris en mer, c'est vraiment un vœu. Et on est à la limite de l'ex-voto. Oui, c'est sûr. C'est une demande clairement formulée hein, pour le coup. Oui. Et il y en a 3 comme ça. Et j'ai découvert vraiment par hasard, ça m'a beaucoup touchée. Oh my, I didn't know what it means to believe. Oh my. Pour finir cette émission en beauté, Vincent vous propose une découverte des mythes et légendes de Cénéry, créateur du petit village de Saint-Cénéry-le-Géret. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Ça va? Ça va très bien. C'est chouette ici. C'est magnifique. Alors ce qui est impressionnant surtout, c'est la toute petite chapelle dans la grande prairie comme ça. Du coup, elle est vraiment bien mise en valeur. Elle n'est pas là par hasard, cette chapelle? Non, elle n'est pas là par hasard. Elle a été construite en l'honneur de Cénéry, qui est arrivé ici au 7e siècle. Ah, ce qui est le fondateur du village alors? Ouais, c'est là d'où vient le nom de Saint-Cénéry.
Ah, d'accord. Et alors, c'était quoi son histoire à lui, à Sénéry? Alors Sénéry, c'était un moine italien qui a eu une apparition en songe quand il était au Vatican et il a décidé de venir évangéliser l'ouest de la France. Il est arrivé ici au cœur des Alpes d'Ancel. C'est des petites collines, hein, ça n'a pas l'ambition d'être des Alpes où on peut faire du ski. On voit la cime, hein, ça va. Hein. Oui, le Mont Blanc, il est où? Il est où le Mont Blanc, Guillaume? Et il n'y a que des monts verts ici. Oui, c'est ça. Le nom du village, c'est pas que Saint-Sénéry? Non, alors c'est Saint-Sénéry-le-Géret. Et le mot Géret vient de la famille Girois, qui a vécu ici au XIe siècle et qui a monté le château, construit le château du village, qui a régné sur le village pendant plusieurs siècles. On va la visiter? On y va. Ah, belle chapelle. Très sobre. Très épuré comme style. Ouais, ouais. Morning has broken like the first morning. Il y a plein de contes et de légendes, tu me dis, et ici particulièrement, il y a quoi? Alors, la première chose, c'est, tu vois, la statue qu'il y a au mur, c'est celle qui représente Saint-Sénéry. Les jeunes filles piquent des aiguilles dans le pied. Et la légende dit qu'elles se marient avant la fin de l'année. Ah, d'accord. Tout ça, ce sont des messages de remerciement à Sénéry. Et tu as des gens qui viennent de très loin pour bénéficier de ce miracle. Saint-Sénéry, protège mon fils Nicolas, qu'il trouve le bonheur auprès d'une gentille femme. En fait, c'est le vaudou à la française. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven. Et alors, il y a juste, je trouve ça un peu bizarre, hein, mais c'est normal. Est-ce que c'est l'architecte qui s'est oublié ou parce que normalement, il y a un gros caillou là? Ouais, en fait, c'est un menhir couché. C'est un menhir couché? Absolument. En fait, à une époque, les pilleurs couchaient les menhirs parce que la légende disait qu'il y avait de l'or au pied des menhirs. Et Sénéry, quand il est arrivé ici, s'est servi de ce menhir comme de son lit. Son ermitage a donc commencé ici. Ah ouais? Mais alors, attends, c'est confortable ou pas? Quand même. Ah, on est bien là? Pas du tout. Bon, franchement, comme pierre, j'ai connu pire. Hein. Non, niveau pierre, c'est pas mal. En termes de qualité de pierre, c'est pas mal. Alors par contre, il y a quelque chose à dire sur la voûte quand même qui est très jolie, je trouve. Alors oui, c'est ce qu'on appelle des voûtes de coques de bateau inversées. C'est en noyer parce que les araignées détestent le noyer et ça permet de la protéger. Est-ce qu'il y a encore une autre légende dans cette chapelle qui serait intéressante à connaître? Alors il y a des miracles en fait. Ah, carrément des miracles. Ouais. Ok. Et alors, le miracle, c'est quoi? dehors. Tu vas être obligé de sortir. Okay. On y va? Je prends mon sac, on y va. On va où là? Ben là, on va aller prendre la barque. Ok. Parce qu'on va traverser la rivière. Donc là, c'est histoire de se balader en barque. Histoire de se balader sur une barque qui va sur l'eau. Qui va sur l'eau, une barque qui va sur l'eau, carrément. Un truc de dingue, quoi. Allez, viens. Allez, viens. À la maison, il y a les pinsons qui chantent. Et voilà. Alors, c'est toi qui vas ramer? Alors, je rame, j'adore ramer. Je rame. On me dit que je pédale souvent dans la semoule, mais là, je vais ramer. Oh, sole mio, oh, Ceneri, mi piace molto la Normandie. On arrive près de la petite fontaine miraculeuse. Ah, fontaine miraculeuse, d'accord. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, elle se cache. On dirait presque un hôtel perdu comme ça dans la jungle. Ouais. On est bien là, non? Presque. Presque. On est pas mal. Allez, viens, on y va. Il y a du mystère ici, hein? Que ça. Ouais, c'est difficile d'accès, donc peu de personnes viennent jusque-là. C'est un privilège. Ici, il s'est passé des choses extraordinaires. C'est-à-dire? En fait, quand Sénéry est arrivé, au 7e siècle, il est arrivé sur les bords de Sarthe. Il avait marché pendant des jours et des nuits. Et pour étancher sa soif, il a fait un signe de croix et la source a jailli. D'accord. Premier miracle. Et alors donc ça, c'est de l'eau miraculeuse. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette eau? Alors, comme beaucoup d'eau de source, elle guérit des maladies des yeux.
Donc j'ai une conjonctivite par exemple, je viens ici, je me mets quelques gouttes de cette eau dans les yeux et la conjonctivite s'en va. Si tu y crois, je pense que ça peut marcher. Ah c'est ça, si tu y crois, c'est la méthode Coué en fait. Un petit peu. Ouais, je vais quand même aller... Donc ça, voilà, ça c'est de l'eau miraculeuse. Tu te sens pas déjà mieux? Waouh! Ça change rien. Bon, bah, en tout cas, c'est un bel endroit. Ça a plein de charme. Et c'est vrai que le fait que ça soit peu accessible rend la visite d'autant plus intéressante. Clap de fin pour notre émission dédiée à nos plus belles églises. Vous pouvez retrouver ce numéro en replay sur le site de France 3. À très vite pour de nouvelles aventures d'Histoire de se balader. And don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't come back no more. Hit the road, Jack.